Alors, c'est une table. Alors, on a un problème de référent, effectivement, d'inadéquation entre notre table ronde, qui est une table carrée. Non, d'ailleurs rectangulaire, en l'occurrence. Mais peu importe. Je vais laisser Dardo présenter la table ronde. Je vous présente rapidement les gens qui vont être prévus, parce qu'en fait, vous les avez sur votre programme. Mais alors, à l'origine, Anne Condamine devait être présente, mais elle a dû partir. Voilà, donc sur le programme n'apparaissent que les noms que vous voyez écrits. Mais entre-temps, Sania va très gentiment accepté de participer à cette table ronde. Et ce, d'autant plus, c'est la raison pour laquelle sa présence nous était tout à fait indispensable. Parce qu'en fait, il a été le grand organisateur des journées LTT à Oran, qui portaient précisément sur le thème de cette conférence, à savoir cette intelligence dite artificielle. Je laisse la parole à Dardo. Alors, on va faire circuler le micro. Voilà. Allô. Bon. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous. Je suis désolé d'être arrivé seulement aujourd'hui. J'aurais voulu assister à plein de communications. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai été à Marseille jusqu'à hier soir. Alors, je ne veux pas faire une longue introduction. Valérie m'avait donné les résumés de toutes les communications qui allaient être présentées. Je les ai trouvées les unes plus intéressantes que les autres. Et moi, comme je reste toujours un étudiant éternel, j'aurais posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, je me suis tenu à carreau. Bon, bref. En toile de fond, ce que je garde, c'est, lorsqu'il s'agit de parler de terminologie, qu'est-ce qu'un expert aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un domaine spécialisé aujourd'hui? À l'heure de la simplification, de la vulgarisation, des nuances abrégées, sinon abolies, lorsque tout le monde s'approprie de nouveaux thèmes tels que le changement climatique dont on vient d'évoquer cet après-midi, surtout dans une époque dans laquelle nous sommes tous devenus hypersensibles à tout, où il est de bon ton d'être inclusif, responsable, riche en fibres, durable, vegan, métagenré, écologique, sans gluten, postcolonial et bas en calories. C'est-à-dire que tout le monde a ses propres spécialités, mais on a énormément du mal à tisser des ponts pour le domaine de l'autre. Et c'est quelque chose contre laquelle je ne me suis pas battu, mais j'ai essayé de tisser les ponts en étant prof dans une école de management, arriver au monde des entreprises, à celles qui vont avoir besoin de la réflexion linguistique, de la réflexion sur la terminologie, de la réflexion sur la traduction. Et machinalement, on se heurte à des murs. L'univers du langage reste éternellement la 5e rue du carrosse. Ils sont des cours des langues, qu'est-ce que tu veux de plus? Et voilà, ça se termine malheureusement très là, souvent là. Et puis, qu'on le veuille ou non, l'intelligence atrophiée, l'intelligence artificielle est là. Et ne pas, comme Valérie vient de le dire, sans faire écho aux journées LTT d'il y a quelques temps à Oran. Quoi qu'il en soit, je me demande si le piège tendu à l'intelligence artificielle ou si la part de l'impossible pour l'intelligence artificielle n'est pas, du moins pour l'instant, l'impossibilité de créer de termes, car elle est incapable de concevoir, et de ce fait de produire de nouveaux termes nécessaires à partir de concepts mobilisés dans une connaissance. Donc, peut-être des créations syntagmatiques, why not, mais fondées sur quel appareil conceptuel et expérientiel? Je dis toujours à mes étudiants, la télépathie ne fonctionne pas, elle n'est pas au point, il va falloir que quelqu'un réfléchisse. Et quand on réfléchit à une connaissance, implicitement d'une manière ou d'une autre, on va créer des termes, puisque ça contribue à notre appareil conceptuel. Donc tout cela posé, mais en partant des titres de ces journées, les questions que j'aimerais vous poser aux collègues qui sont autour de moi. À 2 ans de l'accès massif au premier ChatGPT et à 1 année des réflexions proposées à Oran,
quelle place peut l'intelligence artificielle avoir dans la manière de concevoir la terminologie aujourd'hui? D'une part. Et ma deuxième question, comment en tirer parti pour l'intégrer désormais dans la connaissance nécessaire à la pratique terminologique? François? Franchement, je n'ai pas tellement d'avis sur la question. Hein. C'est pas très bon pour lancer une table ronde parce que je suis extrêmement dubitatif. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux lancer sur l'intelligence artificielle. J'avoue que je ne vois pas tellement comment ça peut rendre les services sérieux. C'est déjà un avis, le même que le mien. Bon, ben alors, peut-être que Nathalie sera un peu plus enthousiaste et mieux à même de répondre par le biais de la traduction. Parce qu'au moins, tu sais que ça ne marche pas très bien. Ben, oui, en fait, c'est difficile de répondre à cette question et de tenir un discours le plus objectif possible, étant donné que, d'une part, bien que j'ai lu énormément de romans de science-fiction, je ne suis pas convaincue par la possibilité de pour la machine, de remplacer l'être humain. Mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de recherches sur la manière d'exploiter l'IA pour accomplir toutes sortes de tâches qu'accomplissent les êtres humains. Et des recherches sérieuses. Alors, c'est vrai qu'il y a par exemple des recherches sur l'exploitation de l'IA pour l'apprentissage d'une langue seconde, l'exploitation de l'IA pour préparer une communication dans une conférence, faire une bibliographie commentée. Il y a des tas de choses comme ça qui font l'objet de recherches et de publications aujourd'hui. En ce qui concerne la terminologie, il y a quand même des chercheurs qui cherchent à exploiter l'intelligence artificielle. C'est totalement spontané. Donc des gens qui cherchent à exploiter l'IA pour construire des terminologies, ou en tout cas l'IA comme aide à la construction de bases de données terminologiques. On peut, l'intelligence artificielle générative, je ne parle pas de la traduction automatique neuronale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, par ce qu'on appelle le prompting ou l'invite, ou je ne sais plus quel est le terme proposé par les collèges de terminologie de la DGLFLF, ou s'il y a un terme officiel au journal officiel, je ne sais pas. Daniel. Parce que je sais qu'il y a plusieurs possibilités. L'invite, l'incitation, je ne sais plus. Bref, en tout cas. Donc on peut s'aider, et je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui en ont parlé, mais on peut utiliser l'IA comme aide à la construction de terminologie en fournissant, par exemple, des textes, des corpus, et en posant les bonnes questions, en établissant les bonnes requêtes. L'IA, c'est un outil. Et donc, comme tout outil informatique, il est imparfait. C'est un peu, si vous prenez les étiqueteurs aujourd'hui, les étiqueteurs de texte qui étiquettent en attribuant des catégories syntaxiques et des informations morphosyntaxiques aux mots, aux éléments du lexique dans la phrase, ils ne sont pas fiables à 100%. Aucun outil informatique n'est fiable à 100%. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as vu, les ordinateurs, voilà. Et donc, mais l'IA générative
a quand même la caractéristique de produire des résultats qui sont très bien présentés, très fluides, dans une langue vraiment quasi parfaite. Et le problème, c'est que, bon, on appelle ça des hallucinations. Moi, j'aime pas trop tous ces termes anthropomorphiques pour parler d'une machine. C'est simplement que ça produit des choses qui ne correspondent pas à la réalité des données qu'on a soumises à la machine. On peut essayer, par exemple, de demander à l'IA générative de nous produire les unités terminologiques d'un texte. Elle peut le faire. Produire les unités terminologiques, alors il faut insister, faire des requêtes très précises pour que la production soit cohérente et puis assez nombreuse. Mais ça le fait, ça produit les unités et ça donne des définitions en même temps. Et puis, subitement, quand on vérifie toutes les unités produites par rapport à ce qu'il y a dans le texte, il arrive qu'on constate que certaines unités produites ne sont pas dans le texte. Alors, c'est ce que le monde informatique appelle des hallucinations, comme on parle d'intelligence artificielle. Mais moi, je trouve qu'il faudrait juste expliquer que ça ne correspond pas à la réalité du texte soumis et que la réponse à la requête n'est pas complètement correcte. Mais bon, je pense qu'on peut s'aider. C'est le cas, je veux dire. De toute manière, on ne va pas y échapper. De nombreuses recherches se font là-dessus et produisent des résultats, et des résultats qui sont intéressants. Donc, on va pas y échapper. Il faut s'en emparer. C'est ça qu'il faut faire. C'est qu'en tant que spécialiste de la langue, qu'on soit terminologue, linguiste, ou traductologue, ou traducteur, traductrice, etc., il faut s'emparer de ces outils qui existent maintenant et qui se développent de plus en plus, s'en emparer pour les exploiter, mais aussi pour souligner que ça reste des machines et militer. Moi, je milite, hein, mais ça, ce n'est pas un discours objectif, mais disons, convaincre les non-spécialistes de la langue que ce sont des outils d'aide, mais que la validation par un être humain reste toujours nécessaire. Je ne sais pas si c'était ça la question. Comment en tirer parti pour l'intégrer dans la connaissance nécessaire? Oui, bon, ben voilà, hein, je pense que voilà. Alors, question suivante. Effectivement, alors, la question de la bibliographie est assez intéressante parce que les hallucinations sont assez vite perceptibles. Hein. Vous cherchez, par exemple, vous demandez... il demande... Oui, pardon, réponse incorrecte. Vous demandez effectivement à une intelligence donc dite artificielle de vous proposer une bibliographie sur n'importe quel thème. On a tous et toutes ici l'expérience de ce genre de choses et on se retrouve notamment, par exemple, alors ça c'est un exemple vrai, puisque j'ai quand même testé ce que je suis en train de vous raconter, Robert Dubuc est devenu Pierre Dubuc et en fait même Pierre Leral, lors de cette requête ou ce prompt, je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas bien formulé, n'avait pas été épargné puisque c'est devenu un Jean Lerat, en plus dépossédé de son ouvrage Les langues spécialisées. Donc je ne sais pas si les machines hallucinent. En tout cas, ce que je sais, c'est, en tout cas, ce que je pense, hein, il faut vraiment de fait s'en servir. Il faut faire avec. C'est un petit peu de la même façon quand est arrivé Wikipédia, on était tous très inquiets de ce qui allait se passer. Et en fait, c'est un outil comme un autre. Il faut apprendre à s'en servir. Mais à mon sens, il faut surtout apprendre à donner à nos étudiants et à nous-mêmes un esprit critique et apprendre avec eux pour prendre du recul dessus. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire d'abord qu'il faut qu'on s'approprie, qu'on arrive à identifier
un certain nombre de choses. Moi, j'y voyais dans les aspects, la place du LIA, trois points, des aspects didactiques, mais je ne vais pas y revenir parce que tu l'as mentionné, la création de cours, la création de présentations. L'évaluation aussi, on peut faire de l'évaluation. Il y a beaucoup de choses actuellement qui sont proposées aux universitaires, notamment pour développer une évaluation automatique, voilà, bon, avec tous les dérives que ça comporte. Hein. Et sur le plan de la recherche, bien évidemment, il y a une saturation d'informations. Donc là aussi, nous-mêmes en terminologie, on se retrouve avec des bibliographies qui deviennent très copieuses. Comment on fait le tri? Donc là, peut-être qu'on peut, certes, à la fois, donc d'un côté, construire un corpus, mais tout simplement construire nos propres bibliographies. Le problème est peut-être, effectivement, de maîtriser le prompt. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, pour faire un corpus à partir d'un prompt, il faut vraiment identifier ce que l'on veut, c'est-à-dire lui demander des questions de genre textuel, voilà, des questions de domaine qui peuvent poser problème. Donc, vraiment déjà bien connaître ce que l'on a envie de connaître. Je pense que actuellement, on peut déjà lui demander aussi d'automatiser toutes les tâches qui sont automatisables. Il y a plein de choses qui sont facilement faites. Et puis, c'est aussi un très bel outil, finalement, pour trouver ce qu'on appelle la sérendipité, pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme. C'est en fait trouver autre chose que ce qu'on y cherche. Bon, comme dans les corpus, comme dans les dictionnaires, hein, on est tous amenés tout d'un coup à chercher un mot et puis on va retrouver autre chose parce que voilà. Donc peut-être qu'on y cherche, qu'on y trouve, mais qu'on y trouve aussi des choses qu'on n'y cherchait pas. Voilà. Donc comme j'organisais un colloque, j'ai pas du tout le temps de préparer plus cette intervention rapide, et donc j'ai demandé à répondre à l'IA de répondre à la question. Voilà, pour tester. Alors j'ai des choses qui ne sont pas impertinentes. Hein, je ne les lirai pas parce qu'elles sont longues. Et après, donc effectivement, j'ai testé ChatGPT, Pilote. J'aurais pu tester Gemini. Hein, l'essentiel, c'est justement d'essayer de regarder plusieurs et de voir un petit peu ce qu'il en sort. De se donner aussi peut-être un outillage critique, hein, pour accompagner ce que je disais tout à l'heure, compléter plus exactement. Et en fait, je lui ai même demandé à la fin de me créer 2 glossaires. Un prompt très, très bref. Hein, peux-tu me... Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mes étudiants. Voilà, on ne fait pas ça pour le mémoire de terminologie de la fin de l'année. On est d'accord, parce que je l'aurais fait avant. Comme par hasard. Hein, voilà. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT. D'ailleurs, je ne sais pas très bien si je le tutoie ou je le vouvoie, parce qu'avant, je le vouvoyais, mais il s'est mis à me tutoyer. Or, je ne le connais pas. Et ce n'est pas une personne, effectivement. Un peu de respect, que diable. Et donc, il m'a créé un glossaire de terminologique sur l'IA, que je pourrais vous fournir, voilà, et un glossaire, enfin, vous le trouvez très bien avec le même prompt, en vrai, et un autre sur je lui ai demandé de me créer un glossaire terminologique sur la terminologie. Donc, j'ai des choses qui ne sont pas impertinentes de fait. Alors, il y a des choses qui ne vont pas, bien évidemment, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, ça peut être une amorce de réflexion. Voilà pour ce que j'ai à en dire pour ma part. Parce que je ne vais pas rester jusqu'au bout, je pense, mais je voulais juste faire un peu de pub pour un site qui a été, qui est le résultat d'une collaboration entre la DGLFLF et une start-up d'État. Ce site s'appelle comparia, comparia.gouv.fr, et il vous permet d'utiliser des IA, il y en a une dizaine, et de comparer les résultats. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, il ne faut pas utiliser une seule IA, il faut en tester plein. Et ça, c'est un produit issu de notre service public que je trouve quand même en France. Vous pouvez l'utiliser en français et je trouve ça... Alors, la dernière fois, j'avais testé Mistral et Lama. Voilà. Donc, je vous laisse essayer. C'est vraiment génial. Mistral existe encore? Oui. Ah, d'accord.
Merci. De l'autre côté de la table, Isabelle. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai fait comme Valérie, en fait, j'ai interrogé l'IA elle-même, et en fait, c'est un de mes passe-temps favoris ces derniers temps, c'est d'avoir des conversations avec ChatGPT, et on apprend des choses, et effectivement, il y a des aberrations, hein, pour varier un peu sur le terme de l'hallucination. Et donc, on apprend des choses, et il y a ce côté, effectivement, inspirant de sérendipité, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on trouve des choses qui, finalement, nous amènent à autre chose, et ça, je veux dire que c'est quelque chose, c'est un vrai magasin de bonbons pour les neurodivergents. Donc, c'est parfait. Donc, moi, j'ai demandé simplement à l'IA quelle place l'IA peut-elle avoir dans la manière de concevoir la terminologie aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, ChatGPT a fait quelque chose de très structuré. Donc, analyse et extraction de termes, en fait, ce qui permet de rappeler aussi que Sketch Engine a une partie d'outils qui fonctionnent selon des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on l'utilise aussi indirectement, si on veut, quand on utilise Sketch Engine, sans recourir à de l'intelligence artificielle qui s'affiche comme telle. Donc voilà. ChatGPT dit aussi, pour l'enrichissement et la normalisation terminologique, ça permet de structurer les informations terminologiques, donc de veiller à la cohérence terminologique, etc. Ça permet de personnaliser aussi, d'opter pour une adaptation contextuelle, puisqu'il y a l'apprentissage automatique qui permet à des outils d'intelligence artificielle de détecter les usages les plus fréquents par exemple chez un client. Donc en fait, voilà, ça permet de s'adapter. Et autonomisation et mise à jour, des mises à jour et gestion collaborative. Donc voilà. Ça peut être une démonstration de ChatGPT qui dit voilà à quoi on peut servir pour ça. Et puis moi je me suis dit, bon, je suis quand même traductrice à la base, même si j'ai été il y a très longtemps sur la liste d'aptitudes des terminologues de l'Office québécois de la langue française. Et donc je suis avant tout traductrice et traductologue, et ce dont on a besoin en traduction finalement, c'est à un moment donné de se faire expliquer un concept. Alors je lui ai dit, décris-moi le fonctionnement d'un manchon de tête de bielle. Pourquoi un manchon de tête de bielle? Je pense que c'est un des exemples que m'avait sorti comme ça au hasard mon père, ingénieur mécanicien, parce que c'est le genre de truc auquel que la plupart des gens ne savent pas figurer. Et donc là, ChatGPT m'a expliqué. Non seulement, donc ça s'appelle aussi coussinet de tête de bielle, etc. Et ça sert à réduire les frottements entre la bielle et le menton. Donc pas mal de termes, et des termes en discours. C'est ça qui est intéressant pour nous, en fait. Donc premièrement, là aussi, petit discours très structuré, structure du manchon de tête de bielle, enfin il explique voilà, toutes les parties du manchon de tête de bielle, fonctionnement durant le cycle moteur, lubrification et réduction des frottements, fonction de sécurité et d'absorption de charge, etc. Et en résumé, voilà, essentiel pour le bon fonctionnement des moteurs, car il réduit la friction, dissipe la chaleur et assure l'alignement entre la bielle et le vilebrequin. Donc très intéressant, on peut se faire expliquer quelque chose comme ça très rapidement, qu'on peut aller ensuite, j'allais dire, approfondir dans des ressources, voilà. Et comme on se dit, effectivement, du point de vue du traitement des sources, là, l'intelligence artificielle crée des hallucinations. Et d'ailleurs, les étudiants et étudiantes en sont les premières victimes, parce que quand ils essayent de produire quelque chose par l'intelligence artificielle, on le détecte tout de suite. Non seulement on a compilation, qui nous aide beaucoup, mais aussi parce qu'il y a des références de n'importe quoi, en fait. Donc, voilà, avec des prénoms qui se baladent, des trucs qui n'existent pas. Enfin, voilà. Voilà. Alors là, on ne sait pas trop à quoi carbure ChatGPT, mais il hallucine pas mal, oui, parfois. Donc, première chose, je lui dis, mais montre-moi une vidéo du fonctionnement d'un manchon de tête de bielle. Il m'a dit, ouais, je ne peux pas te montrer de vidéo, désolé, mais tu peux aller les voir avec tel mot-clé à tel endroit. Très bien, parce qu'on a besoin de voir les choses aussi. Hein. Il n'y a pas que le verbal. Ensuite, je lui ai demandé, dis-moi comment se dit manchon de tête de bielle en anglais et indique-moi des sources fiables. Donc voilà, là aussi, c'est un peu les appetizers. On nous donne des... voilà. Donc on me dit, voilà, c'est connecting rod bearing, etc. Et voici quelques sources fiables pour confirmer cette traduction. Et là, c'était vraiment pas mal parce que, premièrement, un manuel en ingénierie automobile m'a donné que des ressources en anglais, mais parce que je demandais le terme en anglais. Et donc ce manuel, je suis allée vérifier, c'est un manuel qui existe et qui est effectivement très, très utilisé. Donc une source fiable. Ensuite, la Society of Automotive Engineers, donc très bien, là aussi. Des manuels d'atelier de fabricants comme Haynes ou Chilton utilisent les termes connecting rod bearing, donc parce qu'il est allé chercher les termes dans les manuels d'atelier. Ça, c'est très intéressant, ce sont les utilisateurs, les clients potentiels. Et puis, vocabulaire technique de moteur, dans la documentation technique et les fiches de spécialisation des constructeurs, par exemple Ford, GM. Donc voilà comment il nous permet de débroussailler un peu le travail de
de recherche terminologique ponctuelle ou en tout cas in situ. Donc même si, bon, l'IA, j'emploie toujours cette métaphore, c'est-à-dire qu'on imagine mal un pilote de ligne qui fait un vol au long cours piloter pendant 12 heures de vol. Bien évidemment, il y a du pilotage automatique, mais on n'imaginerait pas une seule seconde que le pilote dans l'avion ne saurait pas piloter. Donc, nous sommes des pilotes en tant que traducteurs, traductrices, terminologues. On sait piloter à l'ancienne. C'est pour ça qu'après, nous sommes capables de vérifier si la machine fait du bon travail ou pas. Et ça nous permet d'automatiser des tâches qui sont peut-être un petit peu rébarbatives. Donc, il faut savoir s'en servir et connaître effectivement ses limites, mais également ce que ça nous permet de faire. La difficulté pour nous, c'est effectivement que tout cela est très récent et ça nous oblige très brutalement à changer nos manières de faire parce qu'on est un petit peu poussé aussi par des étudiants et étudiantes, je parle en tant qu'enseignante-chercheuse, qui s'engouffrent dans ces outils avec plus ou moins de discernement et qui, voyant des résultats rapides sans en connaître la fiabilité, ne voient pas très bien pourquoi on continue à faire les choses, j'allais dire, à la mitaine ou à l'ancienne. Donc en fait, il faut réfléchir rapidement à toutes ces utilisations, apprivoiser tout cela, démystifier tout cela, et connaître les limites. Alors, il y a quelque temps, lors d'une de mes précédentes discussions avec ChatGPT, je lui avais demandé si l'intelligence artificielle allait remplacer l'être humain pour la traduction littéraire. Et ChatGPT, en fait, donne lui-même les coups de marteau qui enfoncent le clou, qui ferment son cercueil pour certaines thématiques. En l'occurrence, là, il dit mais non, parce qu'il y a tel, etc. Et donc lui-même est capable, l'outil, en fait, de nous donner les arguments, évidemment, puisque, en l'occurrence, il n'invente rien, il va chercher dans la littérature existante. Et donc, c'est quand même intéressant, finalement, de savoir qu'à chaque fois, on alimente sa réflexion avec des questions qui, finalement, le challenge. Mais en fait, cet outil, il faut l'utiliser avec les pincettes qui s'imposent, mais en même temps aller chercher l'inspiration que cet outil nous propose, encore une fois, avec des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, et puis quelquefois des raccourcis qui nous permettent d'automatiser certaines tâches qui peuvent nous prendre du temps et nous permettre, à ce moment-là, de donner libre cours à notre créativité, je parle pour la traduction en tout cas, par ailleurs. Bon, voilà, donc l'exercice auquel je me suis livrée pour le besoin de cette table ronde. Merci beaucoup. Alors évidemment, je partage tout ce qui a été dit. Difficile d'ajouter quelque chose, mais je me permets quand même de partager peut-être deux réflexions. Alors, c'est vrai que apprendre en quelque sorte à bien interroger l'outil, c'est capital. Peut-être que, là, il y a des choses à faire. Ça veut dire qu'on peut effectivement améliorer la façon d'interroger pour des fonctions, pour des objectifs spécifiques. Expérience personnelle du côté de l'élaboration des définitions ou alors de la terminologie, effectivement, c'est un outil utile. Après, il faut toujours vérifier. Et ce qui est assez déstabilisant, pourtant, c'est le fait que le dialogue avec la machine continue et la réponse n'est jamais, change tout le temps. Ça, je trouve assez déstabilisant. Ça veut dire que la définition qu'il nous donne est toujours un petit peu différente. Et du coup, il faut corriger, adapter ce qu'on peut faire, ce qu'un spécialiste peut faire, mais peut-être un étudiant va avoir peut-être du mal. Donc, c'est aussi générationnel. Ça veut dire que effectivement, nos préoccupations, et là, c'est plutôt le point de vue des enseignants, concerne également l'esprit critique ou la capacité effectivement de gérer ses ressources et surtout de pouvoir les adapter à des fonctions spécifiques, mais tout a été déjà dit. Une autre chose sur laquelle je me suis un petit peu interrogée, et c'était aussi le propos de tout à l'heure,
c'est effectivement la question de la mise en relation. Un prompt, disons, concernant la définition, par exemple, d'un terme, d'accord, tâche plutôt simple. L'interroger sur la mise en relation de deux arguments, ou alors articuler, on va dire, un discours, je pense qu'on va quand même obtenir de résultats discrets, surtout bien écrits. Donc, ce n'est pas une question de forme, on est bien d'accord. Je pense effectivement c'est surtout une question de contenu, de conceptualisation et je dirais plutôt de mise en relation. Et de ce côté-là, on avait réfléchi tout à l'heure sur l'analogie. Effectivement, il semblerait, bon après, il faudrait demander aux informaticiens également, que la mise en relation de l'IA, ou alors ChatGPT, on parle de ça en particulier, arrive jusqu'à il raisonne par rapprochement conceptuel, mais arriver à créer des analogies, ça apparemment ce n'est pas possible. Par exemple, dans certains contextes qui pour nous sont assez naturels, après bon, il faut être bien sûr expert, donc spécialiste des différentes disciplines, mais je ne sais pas, le contexte juridique, le fait de créer la différence entre abus de confiance, un petit peu l'exemple souvent cité, et le vol, ce n'est pas évident. Voilà. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus, sachant qu'effectivement, comme Isabelle vient de le dire, que le système s'alimente en fonction de ce que nous, on lui propose, donne à manger, exactement. Donc, je pense qu'il faut insister là-dessus et en quelque sorte montrer également donc, justement les limites d'un raisonnement qui est logique, qui est surtout humain et qui n'appartient pas à la machine. Donc, l'exploiter, s'en emparer, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Avec une méthode, bon, on est en train d'apprendre encore, mais sachant qu'il y a des choses qui effectivement n'appartiennent qu'aux humains, bah, heureusement d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est un petit peu ce que merci. Pour moi, en fait, j'ai préparé rapidement une petite présentation. En fait, comme nous sommes des enseignants-chercheurs, imaginons qu'on va demander à nos étudiants de traduire un texte. Et donc, on imagine que le rôle de l'enseignant, c'est de valider, de corriger la traduction qui va être réalisée par ses étudiants. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette traduction si le texte initial a du problème de construction sur le plan terminologique, sémantique? Pareil aussi pour l'IA. Si on fait appel à l'IA, c'est-à-dire si on se concentre uniquement à valider les résultats et oublier l'étape qui précède déjà la traduction, à savoir l'apprentissage profond et l'alimentation des bases de données à partir desquelles l'IA fait la traduction. Et donc, c'est comme on va se contenter juste de valider ou pas les résultats. Alors que, c'est-à-dire, il faudrait peut-être les spécialistes en terminologie s'intéressent également à l'alimentation et donc des bases de données qui vont être exploitées par l'IA. C'est vrai, donc, on a la possibilité d'utiliser les outils IA, mais on n'a pas accès à des informations d'ordre technique, terminologique, comment ils fonctionnent. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Facebook. C'est vrai, donc on peut analyser la qualité de la traduction, mais on n'a pas accès à la façon dont Facebook traduit ses annonces dans les différentes langues. Donc, selon mon expérience, donc récemment, j'ai été sollicité par Étienne pour traduire les termes du français en arabe, les termes de l'intelligence artificielle, et on avait du mal c'est-à-dire à trancher, parce qu'en arabe, nous avons plusieurs termes équivalents. Et on imagine si on demande à l'IA de nous faire un texte sur l'IA en langue arabe.
et je ne suis pas sûr d'avoir un texte homogène parce qu'on a déjà du mal à préciser les choses en langue arabe. C'est-à-dire elle-même, il faut d'abord faire un travail préalable de précision terminologique et ensuite, peut-être on attend des résultats pertinents. Ça c'est pour comment est-ce que moi personnellement je vois les choses. Ensuite, avec le réseau LTT, avec notre expérience à l'université d'Oran, on a pris cette initiative de penser et de réfléchir par rapport à un outil terminologique multilingue, donc des termes de l'intelligence artificielle dans plusieurs langues. En tous les cas, pour arriver au moins à se mettre d'accord sur l'utilisation des termes, parce que selon Gérard Pelletti d'Atafranca, par exemple, en passant de l'anglais vers le français, et en français, nous avons des équivalents sur lesquels on n'est pas tous d'accord. Donc ça pose problème en termes de conceptualisation de notions et ensuite en termes de traduction. Imaginez-vous, vous avez un texte à traduire de l'anglais vers le français. Quel terme vous allez choisir pour traduire tel ou tel texte, telle ou telle phrase? Ça, c'est un. Deux, c'est-à-dire cet outil terminologique multilingue va être mis en service de la traduction des textes qui portent sur l'IA d'abord. Et donc, ça aide à la machine à mieux comprendre, en tous les cas, les concepts tels qu'ils sont conçus par les scientifiques, les terminologues, et ensuite, bien sûr, élargir cette, on va dire, démarche pour aborder d'autres spécialités. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous. Il y a une dernière réflexion personnelle, si vous voulez. Que cela constitue un outil, cela va de soi, ça n'impose aucun problème métaphysique. Après tout, Excel, quand on l'utilise, il fait des tas de choses que nous, on ne pourrait pas faire de notre côté, soyons sincères. Je me souviens, à l'école secondaire, j'avais appris à faire des racines carrées. Aujourd'hui, j'appuie sur un bouton, c'est beaucoup plus pratique. Bon, bref. Mais les questions qui restent à se poser, je pense que chacun pour soi, c'est est-ce que les différents outils d'intelligence artificielle peuvent être d'accord, entre guillemets, entre eux, ce qui mène à quelle est la fiabilité de la stabilité des réponses que ces outils peuvent nous donner. On le disait avec Valérie, si on pose la même question 10 minutes après, on va avoir un autre type de réponse. Donc, ça, c'est d'un côté. Ensuite, j'ai tout de même la crainte d'être dépossédé de nos propres capacités pour faire face à une réflexion qui est purement humaine. Et puis, en tout dernier, je me demande, lorsque dans l'enseignement, quel qu'il soit, on sanctionne avec un diplôme, qu'est-ce qu'on sanctionne? La capacité intellectuelle d'un étudiant à obtenir le diplôme parce qu'il sait utiliser des joujoux, si vous me permettez, ou la capacité qu'il a à effectivement faire travailler sa tête pour produire un résultat et être digne de diplôme qu'on va lui octroyer. Ça, moi, ça me pose vraiment des problèmes. Chez nous, à l'école de management, ça a commencé déjà à faire des dégâts. Et je démarre les cours de méthodologie de la thèse professionnelle en leur disant qu'une thèse professionnelle, ce n'est pas seulement 30 crédits dans un diplôme, qu'une thèse professionnelle, ou une thèse doctorale aussi, et ça vient du pareil même, c'est la preuve qu'on se fait à soi-même, qu'on est capable de se poser une question, de chercher des références, d'utiliser une méthodologie, d'en discuter les résultats, de tirer une conclusion et se tourner vers la société avec ces résultats. Ça, d'un côté. Mais c'est aussi la preuve qu'on fait à l'institution qu'on est capable de faire tout ça. Si j'externalise une bonne partie de tout ça à ChatGPT, je me demande qui dans cette salle serait prêt à être opéré par un chirurgien dont la moitié du diplôme a été obtenu grâce à ChatGPT.
Je vous remercie de mon côté. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Isabelle? Bien, pardon. Voilà, alors, comme c'est... Voilà, Tu veux dire, vas-y, tu commences. Oui, j'aurais une annonce à faire, c'est que un individu non genré ou genré a perdu une, j'appellerais ça une boucle d'oreille, mais j'utilise une terminologie très traditionnelle, et je pense que c'est peut-être le moment de féliciter, de remercier Valérie Delavigne pour l'organisation de ce colloque. J'ai déjà beaucoup parlé de Valérie Delavigne, mais je crois qu'elle mérite un coup de chapeau. C'est vrai. L'intelligence artificielle. Non, c'est vrai. Marc, elle pourrait faire un panégyrique de Valérie Delavigne en expliquant qu'elle a écrit un ouvrage majeur sur la sociologie des coccinelles, par exemple. Hein. Et sur les cancers. Et sur les cancers, voilà. Oui, voilà. C'est large champ d'intérêt. Moi, je voudrais juste vous donner une phrase. Parce que ce matin, j'ai dit que l'IA imitait l'être humain et je persiste et signe. Mais suite à une longue discussion avec un collègue informaticien, une autre idée qui m'est venue à l'esprit, c'est l'IA traite le signe avec le signifiant et sans le signifier. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. C'est pour ça que j'aime pas trop les anthropomorphismes, parce que justement, l'IA manipule des symboles, mais pas le signifié du signe. Voilà. Merci pour cette très jolie conclusion. Yana. Dire en fait un mot-clé de François Gaudin, la responsabilité. Donc alors comme se base sur la langue, justement comme Nathalie vient de le dire, il faut qu'on assume et qu'on soit responsable effectivement de nos choix, de l'auto-alimentation, de l'alimentation. Isabelle. Juste deux petites choses. La première, elle est assez concrète. Les programmes de traduction sont généralement, en tout cas à l'ESIT, labellisés par le réseau EMT de la Direction générale de la traduction. Nous avons un référentiel qui a été renouvelé en 2022 dans lequel il est bien dit que la compétence technologique ou la compétence en traduction, c'est savoir à quel moment on peut recourir aux outils ou pas. Donc en fait, vraiment, l'esprit critique est au cœur de ce référentiel. Donc pour nous, on n'est pas très inquiet sur la nature du diplôme parce qu'en fait, cet esprit critique justement est décuplé par l'apparition d'outils qui nécessitent un esprit critique vraiment affûté. Et l'autre pendant, en fait, je prépare actuellement avec Anna Martikainen, qui chez nous, donc que Nathalie Kubler connaît bien, je pense, qui travaille sur la traduction automatique et l'intelligence artificielle. On prépare une conférence grand public qui va être donnée ici à la Sorbonne Nouvelle. Parce qu'en fait, la réflexion, elle est aussi humaine. Hein. Enfin, moi, elle, c'est les aspects techniques. Elle va montrer plein d'exemples, etc. Puis il y a une réflexion qui va au-delà de ça, parce qu'elle est vraiment très critique sur les outils. Elle l'enseigne justement de cette façon-là. Moi, ma réflexion, elle est plus générale, parce que j'ai été traductrice littéraire, traductrice technique. Enfin, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Mais c'est la réflexion éthique de quel genre, effectivement, de communication, enfin, ce qu'on veut comme communication d'humain à humain. Et est-ce qu'on veut, abdiquer de la responsabilité de notre communication d'humain à humain, abdiquer au bénéfice d'une machine, hein, c'est ça. Et puis la question de l'intentionnalité. Et dans la traduction littéraire, elle se pose. Il y a des courants esthétiques, alors qui sont très dominants. J'ai eu beaucoup de discussions avec Louis-Claude Paquin, qui est à Montréal, spécialisé dans les arts visuels, et qui m'a mise à la bouche en fait des ouvrages de Bourriaud sur l'esthétique relationnelle, c'est-à-dire une esthétique qui est fondée sur la relation d'humain à humain. Et en fait, je pense que notre réponse, théorique, même éthique, peut se fonder en fait sur ces liens esthétiques. Puis juste un truc, vous vous rappelez peut-être d'une campagne de publicité de la Fnac il y a quelques années, où en fait la Fnac avait fondé sa campagne de publicité sur le fait que les recommandations faites par les conseillers à la Fnac ne venaient pas d'algorithmes. Je ne sais pas si vous voyez encore ça. Donc en fait, il y a ce côté de se dire, même la publicité est fondée là-dessus, sur le fait qu'on aime bien avoir des contacts humains. Donc c'est peut-être ça la clé en fait à la fin pour démystifier l'intelligence artificielle. Je m'arrête là parce que je serai intarissable.
beaucoup. Et Valérie, c'est toi qui as organisé, c'est toi qui vas dire au revoir à tout le monde. Eh bien, donc, c'est le temps des au revoir. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé, accepté de participer et d'avoir enrichi par vos réflexions et une réflexion mutuelle cette table rectangulaire. Eh bien, je crois qu'il faut clore désormais. Pas de bonne compétence. Oui. Alors, l'équipe est là parce que de toute façon, je leur ai demandé d'assister ici à la table ronde et j'aimerais effectivement, comme je leur ai demandé tout à l'heure, qu'ils viennent avec nous aussi, hein, vous les voyez peut-être. Alors, est-ce que vous pourriez venir ici, s'il vous plaît? Là, oui, devant. Oui, je sais, vous n'aimez pas ça, mais ça va venir. Ça fait partie, voilà. Merci beaucoup. Il faut s'entraîner, et puis voilà. Donc vraiment, je voudrais que vous les remerciez parce qu'elles ont fait vraiment un travail superbe. Pardon. Ils ont fait tout un travail absolument superbe. Certains d'entre eux étaient impliqués depuis un petit peu plus longtemps dans l'organisation plus particulièrement. D'autres ont découvert ce que c'était un colloque avec toutes les incertitudes aussi de ce qu'il fallait exactement faire. Donc vraiment, je pense que je les remercie du fond du cœur. Sans eux, j'aurais rien fait, en vrai. Donc merci beaucoup à vous et voilà.